Bonjour à tous. Écoutez, c'est un très grand bonheur d'être ici pour la première fois. Vous m'entendez bien? Oui. Je tiens d'abord à remercier Gérald Emtin, Nathalie de Harlay, je ne la vois pas, elle est par là, elle, je l'aperçois au fond, Denis Miralier, qui m'ont gentiment proposé de venir. C'est donc une très grande émotion, je vais dire, d'être ici, une émotion particulière. Et je tiens à remercier aussi, bien évidemment, tous les organisateurs et la Fondation du Roi Baudouin en premier lieu. Une émotion particulière parce que je souhaiterais faire quelque chose d'un peu personnel au début. Et là, je vais être ému, pardonnez-moi. C'est de rendre hommage pour cette première intervention à quelqu'un que peut-être certains d'entre vous ont eu le bonheur et la chance de croiser, Luigi Zanghelli, qui a été donc professeur à l'Université de Florence, président de l'Accademia delle Arti del Disegno, cette institution qui remonte au XVIe siècle, fondée par Vasari, Giorgio Vasari, qui a été surtout, pour ce qui nous concerne, président pendant de longues années du Comité scientifique international des paysages culturels de l'ICOMOS, International Committee on Monuments and Sites, et de l'IFLA, International Federation of Landscape Architects. Et vous savez sans doute que ce comité, il est un des organes consultatifs de l'UNESCO pour les inscriptions des paysages culturels sur la liste du patrimoine mondial. Luigi nous a quittés, ses obsèques étaient hier, je l'ai bien connu, donc voilà, je voulais lui rendre hommage. Alors, mon propos va avoir 5 étapes. Tout d'abord, des jardins extraordinaires et des jardins ordinaires. Les jardins extraordinaires, on a la chance d'être dans un de ces jardins extraordinaires, on les connaît bien. On les connaît notamment depuis que l'histoire des jardins est devenue une discipline à part entière. Et ça remonte au XIXe siècle. On peut prendre comme point de départ, je trouve que c'est un des points de départ les plus importants de l'histoire de ma discipline, c'est cet Arthur Mangin qui publie en 1867 ce livre, Les Jardins, Histoire et Description, qui sera republié en 1887, 97, 87, perdu, non, 87. 87. Vous dites 87, voilà. Entre Suisse et Belgique, parfois les Français ont du mal. Donc, Histoire des jardins anciens et modernes. Et dans ce livre, qui est publié donc au moment de la grande exposition universelle de Paris, au moment de l'inauguration du parc des Buttes-Chaumont, vous savez qu'on est en pleine rénovation haussmannienne de Paris, on a d'abord une philosophie de l'histoire des jardins dans la préface, page 6, je ne sais pas si vous arrivez à lire, donc ici, l'histoire des jardins se rattache par des liens étroits à l'histoire des arts, des sciences, des institutions civiles, politiques et religieuses, des mœurs, de la civilisation, en un mot, et de plus, à l'ensemble des phénomènes inhérents au climat, et c'était hier quelque chose qu'on a vécu, au climat de chaque pays et à la nature de ses productions. Et donc, Mangin propose une histoire des jardins assez extraordinaire, avec des gravures qui ont été réalisées pour le livre. C'est des gravures qui ont été... Il y a toute une équipe d'artistes. Ici, vous avez les jardins de l'Antiquité. Je vais prendre juste le temps de lire, là aussi, parce que je trouve que ça peut être une bonne introduction à notre journée. Si j'avais à définir les jardins, introduction, éloge des jardins. Si je vais définir les jardins, je dirais qu'ils sont le chef-d'œuvre du génie de l'homme, inspiré par le chef-d'œuvre de la nature. En effet, soit que l'on considère les jardins naturels ou les jardins artificiels, naturel, artificiel à la française, à l'anglaise, c'est très compliqué, considère les jardins naturels et les jardins artificiels, on voit que ce qui constitue les uns et les autres n'est rien de moins que l'harmonieux assemblage des objets les mieux faits pour charmer nos sens et plaire à notre esprit. La table des matières qui fonde ce qui va être le récit de l'histoire des jardins jusqu'à nos jours. Jardin de l'Antiquité, jardin du Moyen-Âge, jardin de la Renaissance, jardin baroque, jardin de nos jours, c'est-à-dire le jardin du XIXe siècle, de Mangin, une histoire des jardins qui, aujourd'hui, mérite d'être réécrite. Et d'être réécrite notamment par, c'est là que j'introduis une autre notion, les jardins ordinaires. Les jardins
vernaculaires, les jardins quotidiens, les jardins de tout le monde, à savoir The Vernacular Garden, l'un des colloques de The Barton Oaks, qui est cette institution qui dépend de Harvard University à Washington, qui est un des centres d'études sur le jardin qui remonte aux années 70. Ce colloque en 93, j'ai arrivé, voilà, qui renvoie aussi à une évolution de la géographie culturelle. Je ne peux pas ne pas citer le travail de John Breckenhoff Jackson, Discovering the Vernacular Landscape, qui a été traduit assez tardivement en 2023 en français sous le titre « À la découverte du paysage vernaculaire ». Et puis surtout, Françoise Dubost, ethnologue, anthropologue du CNRS, de ma maison, le Centre national de la recherche scientifique. Et Françoise a fait ce livre extraordinaire sur les jardins ordinaires en 84, réédité en 97, Les jardins ordinaires, qui se base notamment sur quelque chose de très fondateur qui est ce livre de Michel de Certeau, vous savez, ce jésuite extraordinaire, enfin exceptionnel, on va dire, historien, sociologue, anthropologue, philosophe, qui est au cœur de toutes les sciences humaines, qui définit dans ce livre important, L'invention du quotidien, ce qu'il appelle la culture de l'ordinaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que ce sont ces jardins ordinaires? Ce sont ces jardins publics, par exemple. Ici, on est... J'aime beaucoup cette image qui dit beaucoup de choses. On veut un jardin. C'est une des manifestations qui a eu lieu pour ce qu'on appelle la Cour du Maroc. Donc, en fait, ce qui est devenu aujourd'hui le jardin... évidemment, son nom m'échappe de mémoire. Éole, merci, de Michel Corajou, qui a été un terrain qui était rétrocédé à la ville de Paris par le réseau de ferré de France, sur lequel on a eu toute une série, évidemment, de projets immobiliers, d'équipements, de logements. On sait que c'est très important pour la ville, mais il faut des jardins dans la ville aussi. Et donc, la population, les riverains, disent « on veut un jardin ». Ces jardins, ce sont aussi, je crois qu'il en sera question plusieurs fois au cours de cette journée, les potagers, tout simplement. Le jardin où on cultive des légumes, des fruits. Et c'est là-dessus que je vais un petit peu me concentrer. Ces potagers, ici évoqués par un tableau que j'aime beaucoup, Demetrio Cossola, qui est à Turin, donc une île sur toile de 79. Le jardin était avec le jardinier qui est courbé vers le sol et qui travaille. Il n'y a pas de jardin sans jardinage. Alors, ces jardins potagers, ils ont une histoire. Ils ont une histoire qui a été merveilleusement explorée, notamment par ces deux livres récents, Yves-Marie Alain, en 2022, Une histoire des jardins potagers, et puis un historien, Florent Kellier, Histoire du jardin potager, en 2023. Vous voyez, les deux livres sont très récents. Ils ont été publiés coup sur coup. Moi, je voudrais les évoquer à travers la poésie, si vous le permettez, à partir de deux texte que j'adore et que je ne résiste pas au plaisir de vous lire. D'abord Baudelaire. Je n'ai pas oublié, voisine de la ville, notre blanche maison petite mais tranquille, sa pomone de plâtre et sa vieille Vénus dans un bosquet chétif cachant leurs membres nus, et le soleil, le soir, ruisselant et superbe, qui, derrière la vitre où se brisait sa gerbe, semblait, grand œil ouvert dans le ciel curieux, contempler nos dîners longs et silencieux, répandant largement ses beaux reflets de cierge sur la nappe frugale et les rideaux de serge. Et puis, Verlaine, quelques années plus tard, 66, poème saturnien, après 3 ans. Le texte est un peu plus long, c'est un sonnet, c'est un peu loin, je suis un peu mieux, j'y arrivé. Alors, ayant poussé la porte étroite qui chancelle, je me suis promené dans le petit jardin qu'éclairait doucement le soleil du matin, pailletant chaque fleur d'une humide étincelle. Rien n'a changé. J'ai tout revu. L'humble tonnelle de vigne folle avec les chaises de rotin. Le jet d'eau fait toujours son murmure argentin et le vieux tremble sa plainte sempiternelle. Les roses, comme avant, palpitent. Comme avant, les grands lys orgueilleux se balancent au vent. Chaque alouette qui va et vient, mais connue.
Même j'ai retrouvé debout le Véleda, dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue, grêle parmi l'odeur fade du réséda. Le réséda, vous savez, c'est une fleur, l'odeur fade du réséda. Voilà, donc on trouve dans la poésie du 19e siècle, on trouve dans une multitude de sources des échos de ces jardins, qu'on commence aujourd'hui à appréhender les jardins, non pas exceptionnels au sens où ils ont été commandés par des maîtres d'ouvrage puissants ou très riches, qui ont un statut social élevé, avec des maîtres d'œuvre, des concepteurs, des projeteurs, des paysagistes, des architectes, ça, qui ont du prestige, mais ces jardins, au contraire, beaucoup plus humbles. Et ces jardins-là, ils sont témoins de cette passion jardinière qui nous occupe aujourd'hui. Ils sont, d'abord, et c'est mon deuxième point, l'objet d'une histoire profonde, au sens où l'on parle aujourd'hui de deep history. Une histoire profonde, c'est cette histoire qui plonge ses racines dans la préhistoire. Mais cette coupure qu'on a entre préhistoire et histoire, entre le moment où on n'a que l'archéologie et le moment où on a les sources écrites, à partir du 4e millénaire avant notre ère, elle est aujourd'hui totalement battue en brèche par toutes les données de l'archéologie, par la réécriture de récits historiques. J'ai essayé rapidement de vous expliquer ça, enfin de vous montrer, d'évoquer ceci. Alors, ce que l'on a sous les yeux, pour démarrer, c'est un objet que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je la salue au livre très beau d'Odile de Bruyne et Pierre Bonnecher qui s'appelle L'art et l'âme des jardins. C'est ce qu'on appelle le vase d'Uruk ou vase de Varka. Varka, c'est le site archéologique. Je vous emmène on va voyager un peu. C'est donc je vous emmène là en Asie, en Mésopotamie, qui date, vous le voyez, de 3002-3000 avant notre ère et qui se situe dans le musée national de l'Irak à Bagdad. Alors, il y a un pointeur, on passe, c'est un pointeur? Oui. Vous avez. Ça fait 1 mètre de haut à peu près, en albâtre. C'est quelque chose d'extraordinaire, qui a failli disparaître. Ça a été volé au moment des secondes guerres du Golfe dans les années 2000, retrouvé dans le coffre d'une voiture. Enfin, c'est rocambolesque. C'est l'histoire de cet objet extraordinaire, d'objet cultuel, qui est un objet parmi les plus importants de l'histoire de l'humanité, parce qu'on est au tout début, au moment où l'écriture prend forme. Vous savez, vous vous souvenez de ce livre de Kramer, l'histoire commence à Sumer, le sumérien. Alors, le sumérien, c'est une langue donc, qui s'écrit en cunéiforme, qui comprend notamment dans son panthéon la déesse Inanna, qui, vous connaissez peut-être aussi ce nom, qui est Ishtar en acadien, qui est une déesse de la fertilité. C'est à cette déesse qui est dédié ce vase cultuel. Inanna était la déesse la plus importante de cette ville d'Uruk, la ville, pour dire les choses simplement, de Gilgamesh, de l'épopée de Gilgamesh. Mais donc, ici, on a des choses très complexes que je n'ai pas le temps de commenter, mais surtout, on a au registre inférieur une procession d'ovidés, dans ce sens-là, et ceci. Qu'est-ce que c'est? Un premier type de plante, un deuxième type de plante, et elles alternent. Alors ça a été étudié, ça a été magnifiquement étudié par un article de 2016 d'archéologues, d'assyrologues, c'est un spécialiste de la Mésopotamie, qui ont déterminé les 2 plantes dont il s'agit. C'est le palmier dattier et le lin, à savoir un arbre, palmier c'est pas un arbre, on va dire un ligneux, et une herbacée, une plante textile, textile qui sert à fabriquer du tissu. Donc 2 plantes qui alternent avec les flots stylisés, c'est un jardin. C'est, en l'état actuel des connaissances, en tout cas à ma connaissance, la plus ancienne figuration d'un jardin de l'humanité. Et donc, ceci nous renvoie au début du jardin. Quand commence le jardin? Belle question. Alors, le jardin, il commence, on est là. On est dans la plaine de Mésopotamie, vous avez ici les sites du Néolithique, donc le croissant fertile, le Levant, etc., là où a commencé la domestication des plantes. Plus précisément, nous sommes dans cette Mésopotamie donc Mésopotamos, le fleuve en grec, l'Euphrate qui descend, et le Tigre qui vient ici, et ces 2 fleuves vont converger vers un delta compliqué, se jeter dans le golfe Persique.
Et Uruk, c'est là. Et puis je vous montre Bagdad. Et puis, est-ce qu'il est là? Je ne sais jamais si je l'ai mis. Mari, très important. J'ai eu le bonheur de visiter. C'est un lieu juste avant la guerre de Syrie, dans les années 2010. Et puis, je voudrais vous montrer Babylone, on va reparler. Il manque Ninive, vous voyez Ninive, vous voyez, voilà Ninive. Bon. Donc, c'est des croquis que vous trouvez sur des flanches que j'ai repris de Wikipédia. Si ça vous intéresse, si vous voulez approfondir la question, il y a des magnifiques articles sur Wikipédia à propos de la Mésopotamie antique, de l'agriculture en Mésopotamie antique, etc. Ce sont des articles de qualité, le Wikipédia francophone. Voilà. Donc, un finage, donc l'organisation des terroirs, de terre, hypothétique, bien sûr, reconstituée, d'un village de basse Mésopotamie antique. On est là au 4e, 5e, 4e millénaire avant notre ère, au moment du vase d'Uruk. Le village, les champs permanents, irrigués. Vous savez bien que la naissance de l'agriculture est née en Égypte, et surtout donc, en Mésopotamie, grâce à la domestication de l'eau, et pas simplement des plantes. Et puis les champs temporaires, marais, la steppe, et les jardins, palmeraies, jardins, le long de l'eau, en zone inondable. Alors, tout cela est hypothétique, tout cela est lié à un savoir qui est l'archéologie, qui n'est pas le mien, je ne suis pas archéologue, mais ça m'intéresse, ça me passionne. Juste par clin d'œil, à un jardin extraordinaire, une des 7 merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone. C'est difficile de faire l'impasse sur cette question quand on parle de ce sujet. En fait, alors les voilà dans Mongin. Mongin, c'est fantasmé, c'est extraordinaire, c'est romantique, c'est quelque chose qui nous emmène dans un exotisme digne de l'opéra, du Palais Garnier. Voilà, si on est dans cette culture-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des jardins suspendus de Babylone? Eh bien, peut-être vous le savez, mais en fait, ils n'étaient pas à Babylone. Parce qu'à Babylone, on a fait des fouilles au XXe siècle. On n'a jamais trouvé la moindre trace de jardin tels qu'on les connaît par des sources très tardives, Strabon. Maintenant, je me souviens plus c'est l'émotion, des sources. Il y a 6 textes Olugel, 6 textes grecs tardifs, interpolés d'après les Babylonica d'un certain prêtre. C'est compliqué. On ne va pas rentrer dans le détail, mais Stephanie Daly, une archéologue anglaise, a proposé cette hypothèse en 1993 de voir à partir de ce genre de choses. Ça, c'est un relief qui est au British Museum, qui décrit, on est à Ninive en fait. On n'est pas, vous avez vu, beaucoup plus au nord, on n'est pas à Babylone. On est à Ninive, c'est une capitale assyrienne. Voilà, c'est un relief, elle l'a transcrit, c'est plus visible sur la transcription, et on voit bien qu'il y a quelque chose qui est suspendu, qui est un jardin, un souverain, royal, voilà, un jardin extraordinaire. Là-dessus, notamment, l'exposition du Louvre en 2008 donne des éléments importants. Mais jardin ordinaire. Alors, 2008 aussi, ce très très beau livre, Jardins et paysages de l'Antiquité, de Alice Cros de Belair et Bruno Marmiroli, chez Actes Sud, sur les jardins et paysages de l'Antiquité, Mésopotamie, Égypte. On parlera tout à l'heure avec Philippe Nice, je pense, de la Grèce et de Rome. Alors... Là, j'ai fait au simple, j'adore griffonner dans mes livres, donc j'ai mis vous pouvez le lire comme ça, je ne vais pas commenter, mais la paraphrase. Il s'agit d'un assyriologue, Oppenheim, magnifique assyriologue des années 60, qui a publié ce livre incroyable, Ancient Mesopotamia, Portrait of a Dead Civilization, en 64, deuxième édition 77, et traduit en 70 par les éditions Gallimard, La Mésopotamie, portrait d'une civilisation. Le livre est difficile à trouver, donc je vous le laisse en anglais. Moi, je l'ai trouvé en anglais sur le... Non, pardon. Voilà, en anglais. J'ai le temps de le lire en anglais, ça va? Alors, essential differences separate the garden from the field. In gardens were planted sleeps, shoots, and certain seeds, plants which demanded, as a rule, special care, le mot est central, care, le soin, while growing and produced bulbs, roots, or tubers, whose harvest could be spaced throughout the year to assure an adequate and steady supply. Field-grown
Domesticated grasses, on the other hand, required intense seasonal work and some kind of machinery, yielded the harvest as a rule only once a year, and in a quantity that necessitated the organization of laborers, storage, and some kind of budgeting. Il est beaucoup plus compliqué de cultiver en plein champ que de jardiner. Conclusion, the garden as a source of food is much older than the field. On est en 64. Eh bien, moi je trouve c'est extraordinaire. Parce que ça envoie à quelque chose, on va faire un peu de recherche ensemble, quelque chose, il est là, Bruce Chatwin, ce livre incroyable de 84, de 87, Le chant des pistes. Vous savez que Bruce Chatwin, c'était cet écrivain magnifique, écrivain randonneur, et ce livre qui est très beau, que j'adore, qui parle d'une espèce de cheminement initiatique en Australie, avec les aborigènes, à la découverte du paysage, de ce qu'est le paysage, et à la découverte des origines, comme une quête rousseauiste de ce qui est au fondement de la civilisation. Et Chatwin, à la fin du livre, je vous ai photographié ça, ce qui est dans le livre, je griffonne, ce qui nous intéresse, c'est ça. Il y a Vico, il y a Humboldt, etc. Ces sources à lui, une anthologie. La poésie est la langue maternelle de la race humaine. Tout comme le jardin est plus vieux que le champ, la même idée. La peinture que l'écriture, le chant que la déclamation, les paraboles que les inférences, le troc que le commerce. Signé J.G. Amann, Aesthetica in Nuce. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, là, voilà le texte en français. C'est un texte de 84 que donc Chatwin dans The Songlines, le chant des pistes, cite. En fait, c'est un livre incroyable de 1762 qui a été traduit en 1939 par Henri Corbin, l'un des grands spécialistes du mysticisme. Voilà la phrase qui nous intéresse. Elle est en haut. La poésie, il traduit différemment. J'ai amené plusieurs traductions. Je suis un peu philologue, j'aime bien. Enfin, je trouve que c'est important quand on fait de l'histoire d'être philologue, de travailler d'avoir. Le philologue, c'est beau comme mot, celui qui aime le langage, comme le philosophe est celui qui aime la sagesse. La poésie est la langue maternelle du genre humain, comme le jardinage, lui il traduit jardinage, Corbin, est antérieur à la culture des chants, la peinture à l'écriture, le chant à la déclamation, les discours en similitude, au raisonnement, le troc au commerce. Et puis, alors voilà la traduction, la plus récente que je connais chez Evra en 2001 par Romain Dégout. La poésie est la langue maternelle du genre humain, race humaine, c'est plus compliqué aujourd'hui. De même que l'horticulture est plus vieille que l'agriculture. On a tous l'idée qu'on a d'abord commencé à cultiver des champs. Mais non, en fait, c'est ça qui est magnifique. On a d'abord fait des jardins. Et voilà le texte. Alors ça, c'est hier, avant-hier. Je suis allé sur Internet, j'ai trouvé, j'étais très, très heureux. Le texte original en allemand, c'est dans Kreutzüge der Philologen, 1762. On avance. Il y a des choses magnifiques, je n'ai pas le temps de commenter, je n'ai pas eu le temps d'étudier, c'est incroyable. Voilà, Aesthetica in Nuce, eine Rhapsodie in kabbalistische Prose, 62, ça commence comme ça, on feuillette, et voilà. Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts. Wie der Gartenbau älter als der, etc., le chant. Gartenbau. Jardinage, jardin, dans le texte allemand, c'est Gartenbau. C'est construction de jardin. Et c'est pas inintéressant de jouer sur ce langage. Et Amann, et je vais finir là-dessus ce point, et j'ai pas eu le temps de creuser, je vous avoue, j'avoue tout, mais aurait dit cette phrase, qui est un renversement du cogito cartésien, est ergo cogito. Moi, je traduirais comme ça, je sais pas latiniste, mais je dirais, il y a de l'être, peut-être, non? Donc, je pense. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je reviens à mes champs, mes champs de patates. Cultivés, c'est pas la patate, bien sûr, on est avant 1492, mais les champs de tubercules, de fèves, de pois chiches, etc. Eh bien, les archéologues, aujourd'hui, ont découvert, toutes ces raisons, je n'ai pas le temps de les passer en vue, mais que c'est bien ça, qu'il y a d'abord eu des jardins,
et ensuite des champs cultivés. Comme un peu bien il le disait, c'est plus facile de planter des tubercules, de faire ça. Vous savez tout ça, je pense, vous jardinez, donc vous savez qu'il est facile de jardiner. Enfin, facile. Mais on jardine, on plante, on cueille une tomate comme ça le matin. On fait ça au fur et à mesure, au fil de l'eau. Moissonner un champ de blé, il faut que le village entier, à l'époque, enfin pendant très longtemps, jusqu'à la mécanisation du XXe siècle, que le champ, la famille, les amis s'y mettent pour, avant les moissonneuses-batteuses, pour couper à la faucille, etc. On a fait ça pendant des siècles. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la garden agriculture, par exemple. Origins of agriculture, origin of cultivation. Donc, proto weeds, les premières mauvaises herbes. Et là-dessus, il y a toute une littérature qui est extraordinaire. James Scott, anthropologue anarchiste, Against the Grain, A Deep History of Earliest States, qu'on a traduit en français par Homo Domesticus, une histoire profonde des premiers États, ou bien encore ça, qui est incroyable, The Dawn of Everything, A New History of Humanity, de deux... ils sont compliqués, ils sont anthropologues, ethnologues, archéologues, David Graeber et David Wengrow, qui est traduit par Au commencement était, une nouvelle histoire de l'humanité. Ça, on en a déjà parlé. Donc voilà, aujourd'hui, on sait que c'est mondial. C'est pas uniquement le croissant fertile, que ça se passe en Chine, que ça se passe en Afrique, que ça se passe en Amérique. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a appelé dans les années 1930 la révolution néolithique. Et partout, voilà, 8000, le millet en Chine, 6000 avant notre ère, tout ce qu'on connaît, mais en Afrique, en Amazonie, etc. Amazonie. On va y revenir. Et puis, donc, ici, pour mémoire, que partout, il y a des sociétés, quand on est en 2000 avant notre ère, de chasseurs-cueilleurs, des nomades, éleveurs, mais aussi des familles, des sociétés, c'est ce qui est donc en bleu ou en brun, des sociétés à jardin, des sociétés à agriculture. Alors, troisième point. On passe à autre chose. La pulsion ortésienne. Ça a été annoncé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette pulsion ortésienne? Pulsion. Freud, Thanatos, Eros. En fait, ortésie d'abord. Je vais peut-être raconter ce qu'est ortésie, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas ortésie. Ortésie, c'est la fée des jardins. C'est la fée des jardins inventée par La Fontaine à propos de Vaux-le-Vicomte. Voilà. Vaux-le-Vicomte, vous connaissez tous, le nôtre. Voilà un plan de Vaux-le-Vicomte. Ortésie, il y a Calliope, la poésie. Ortésie, c'est le jardinage. Appellania, la peinture. Palatiane, l'architecture. Et elles se disputent. Laquelle d'entre elles a été la plus importante dans la construction de l'aménagement de Vaux-le-Vicomte, le chef-d'œuvre de Fouquet avec le veau, le brun et le nôtre? Eh bien, La Fontaine écrit « Les charmes qu'Ortésie répand sous ses ombrages sont plus beaux dans mes vers qu'en ses propres ouvrages. Elle embellit les fleurs de traits moins éclatants. C'est chez moi, dans la poésie, dans l'écriture, qu'il faut voir les charmes du printemps. » Bon, on peut discuter, on en parlera, je ne sais pas. Et puis juste pour mémoire, c'est le moment où s'invente l'histoire des jardins. Le père, Denis Rapin, Hortorum Libri, Quattro, etc. Donc on est à un moment qui est ce que Monique Mosser a appelé l'invention d'Ortésie. Et justement, Monique Mosser, que vous connaissez tous, qui est venu ici, a théorisé cette question de la pulsion jardinière. Elle a théorisé dans un livre qui s'appelle « Le jardin, notre double », auquel Philippe a aussi participé. Elle écrit « Ce n'est pas une mode, comme on pourrait le croire trop vite, qui pousse nos contemporains, ni cette vague nostalgie écolo souvent alléguée quand on les interroge sur leur motivation. Il s'agit finalement d'une pulsion fondamentale, d'un besoin intuitif de relation à la terre, au végétal, à l'eau. Les gens vont vers le jardin parce qu'ils y trouvent deux choses essentielles pour l'homme et qui résistent encore, le temps et l'espace. On y est soumis aux aléas du climat, au cycle des saisons qui tendent à perdre toute réalité quand on vit dans des tours climatisées. Et c'était en 99. Quand, au rythme lent de la croissance des arbres, au vieillissement des choses, quand la rapidité des communications et des transports anéantit tout sens de la durée. Aujourd'hui, toc, 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 je n'en parle pas. Et on y vit vraiment la relation du corps à un lieu. Les raisons de ce retour au jardin sont donc complexes parce qu'archétypales, elles touchent à l'essentialité de l'être. Alors, avant-dernier point, le jardinage. Le jardin est-il une pratique universelle?
j'ai pas le temps de me lancer là-dedans, mais je vous propose une pirouette. On va parler d'une sorte de contre-exemple qui pourrait démontrer l'hypothèse. Allons en Amazonie. L'Amazonie, forêt vierge, jungle, pas de jardin, non, c'est de la forêt, c'est de la nature. Ben non, 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 non. C'est ce que les archéologues nous apprennent. En 2024, dans Science, paraît un article extraordinaire, Stephen Rostin et d'autres. Il y a Philippe Descola comme dernier signataire, vous connaissez tous Philippe Descola. 2000 Years of Garden Urbanism in the Upper Amazon. Et on est dans la vallée de Lupano, on est en Équateur, et on a découvert, grâce au LIDAR, vous savez, ce laser aéroporté qui permet de scanner un petit peu la topographie, d'avoir un relevé très très fin, presque millimètre ou centimètre près du relief, et de passer à travers la canopée, à travers la végétation, parce que c'est comme ça. On relève des choses, je n'ai pas le temps de démontrer, ça va pour le temps, oui, ok, qui sont des cités-jardins du 500, c'est confirmé par les datations carbone 14 dans les fouilles, 500 avant notre ère jusqu'à 300 et 600 de notre ère. Il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, on avait au cœur de ce qui est aujourd'hui la forêt amazonienne en Équateur, des allées creusées, des drainages. Vous voyez, tout est orthogonal, tout est orienté, le nord est là, quasiment selon des perspectives nord, sud, est, ouest. Voilà les images du LIDAR. C'est très compliqué, il faut traiter ça par ordinateur pour réussir, mais on lit, on arrive à lire. J'ai eu la chance de rencontrer Stephen Rostin il n'y a pas longtemps. À Riomo, on a fait une journée pour la disparition les 10 ans de la disparition de Pascal Cribier, ce grand paysagiste, et Stephen Rostin nous a raconté tout ça. Voilà, on est là. Hein. Alors on est là entre Équateur et Pérou. On est, je passe à autre chose, je ne suis plus dans l'archéologie, mais dans l'anthropologie. On est dans ce que Philippe Descola a étudié magnifiquement, les Achuars. Alors les archéologues, on plonge dans l'histoire. Les anthropologues, les ethnologues, on plonge dans l'universalité de l'humanité au temps présent. Philippe Descola, vous savez, a passé 2 ans, à la fin des années 70, dans un village Achuar avec sa femme, Anne-Christine Taylor, pour découvrir une autre société, les Achuars, les Jivaros, les coupeurs de tête. En fait, bon, ils sont extraordinairement sympathiques, ils ne sont pas du tout antipathiques. Ils vivent dans des villages qui sont, voilà le finage à nouveau, qui sont organisés autour d'une maison collective avec le jardin médicinal, des palmiers bananiers, des plantes hallucinogènes et des cultures de manioc, notamment. Des cultures donc de jardin, de ces tubercules que l'on cultive. C'est ce qu'il a extraordinairement étudié dans sa thèse, La nature domestique, symbole et praxis dans l'écologie des Achuars, en 86. Et puis, dans un livre incroyable, si vous avez envie de lire ça, si vous avez aimé Triste Tropique, lisez, vous relisez Les Lances du crépuscule chez Plon, dans la collection Terre humaine, en 93. Les Lances du crépuscule, c'est romancé, c'est très beau, c'est très très beau. C'est un livre donc, sur cette expérience ethnographique chez les Achuars. Et en fait, alors j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais il montre que voilà une femme Achuar en train de jardiner. Elle jardine sur le manioc. Mais elle n'est pas comme nous. Pour elle, le manioc, c'est pas une chose, c'est pas un être. Nous, on est naturaliste, vous savez, dans le système de Philippe Descola. Il y a naturalisme, totémisme, analogisme, il m'en manque un. Naturalisme, animisme, totémisme et 4. Animisme, totémisme, analogisme, naturalisme. C'est bon? Ok. Je suis marre. Donc, elle est animiste. C'est-à-dire, pour elle, le manioc, on lui parle. C'est une personne. Elle chante ce qu'on appelle en Achuar, paraît-il, anent. C'est une incantation. Elle la dit à voix haute ou elle la fredonne mentalement, pour que la plante devienne son enfant. C'est un rapport, nous dit Descola, de maternage. Donc le rapport au vivant, le rapport aux plantes, et quand on jardine, on le fait, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui jardinent ici, moi je le fais, je parle à mes plantes. Comment ça va? T'as froid, t'as faim? Voilà, on parle à ses plantes, on parle à son chat. Nous sommes des naturalistes, théoriquement, parce qu'on est modernes et occidentaux, mais Descola, lui-même, le premier à dire, je parle à mon chat, je suis animiste. Et il faut parler au chat. Alors, on conclut. Conclusion, j'ai osé, anthropo-éthique.
D'abord, quelque chose qui est fondamental, qui a été essentiel dans le parcours de Descola, c'est quelqu'un qu'on connaît peut-être moins, André-Georges Audricourt, ethnobotaniste, qui, dans un article fondamental de 62 dans l'Homme, dans la revue anthropologique L'Homme, qui s'appelle Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d'autrui, écrit vis-à-vis du monde végétal et animal, à partir du néolithique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on est en 62, l'homme n'est plus seulement un prédateur et un consommateur. Désormais, il assiste, il protège, il coexiste longuement, les italiques sont de ma part, avec les espèces qu'il a, entre guillemets, domestiquées. De nouveaux rapports se sont établis d'un type amical. Et amical, c'est lui qui dit ça. Et ce ne sont pas en rappeler ce que les hommes entretiennent entre eux à l'intérieur d'un groupe. Quelle est l'idée? En fait, qu'une société, elle est faite de liens sociaux. Fraternité, famille, alliance, etc. Mais en fait, l'humain, les groupes humains, ont, avec le monde végétal, monde animal, c'est moi mon propos, des rapports de cet ordre-là. Si c'est la guerre, c'est la guerre. Si c'est la paix, c'est la paix. Ce qui nous occupe aussi aujourd'hui. Et donc, pardon, j'ai un peu vite, j'ai raté une étape. Françoise Dubost, toujours elle, dans ce même livre, Le Jardin, notre double sagesse et des raisons, écrit. Elle commente en fait le texte de Dricourt, donc c'est un peu plus clair. Alors que la dure graine des steppes peut être lancée à la volée, piétinée, et que la moisson se fait brutalement par arrachage ou sciage, la fragile plante tropicale exige des soins délicats et de constantes précautions. Bref, c'est une culture de la non-violence. C'est pourquoi s'instaure au jardin une relation très personnelle, très intime avec les plantes. Même lorsqu'une partie des tâches sont collectives, le jardin est toujours, elle est ethnologue, elle sait ce dont elle parle, le jardin est toujours approprié individuellement. C'est le territoire, l'œuvre de quelqu'un, homme ou femme, selon les lieux. Et c'est ce qu'a médité, sur quoi a médité quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Robert Harrison, qui est un historien de la littérature, qui est un spécialiste de littérature, mais qui a écrit un livre incroyable qui s'appelle Jardin, réflexion sur la condition humaine, qui date de 2007. Et Harrison, j'ai mis en regard un petit bout d'Afrique, pour voyager un petit peu aussi, au Bénin, au Porto Novo, dans le jardin botanique, un jardinier qui balaye. Le jardinier, en somme, Adam et Ève, Adam au paradis, etc., n'est pas dévoué au travail, encore moins à la productivité, il est dévoué au bien-être de ce qu'il nourrit et fait vivre son jardin, le soin, le care, dont il était question tout à l'heure. Cette extension de la personne du jardinier dans le soin, c'est ça la question principale, c'est la notion qui m'importe dans cette pulsion jardinière. Le soin est une éthique radicalement différente de celle qui pousse notre époque à désirer vivre plus et à échapper à ce que Heidegger appelait le vide de l'être. Par une productivité forcée, le jardinier ne vandalise pas tout sur sa route vers un Éden illusoire, mais veille sur son lopin de terre avec patience. Voilà. On en reparlera tout à l'heure. Non, j'ai pas fini, attendez. Juste, presque. Je finirai avec Gilles Clément, parce que c'est bien la même idée. Le jardin planétaire. Si, dans sa configuration initiale, il n'a jamais cessé d'accueillir les espèces, le jardin planétaire, d'accueillir les espèces venues du monde entier et par là constituer un index planétaire, le voici désormais écologiquement lié à l'espace voisin. C'est ce que nous apprend l'écologie. Tout est connexe. Lequel se trouve à son tour lié à un autre, plus lointain, et ainsi de suite, jusqu'à faire le tour de la Terre. C'est pour ça que la Terre entière est un jardin, ou le jardin, n'importe quel jardin, devrait être la Terre entière, pour Gilles Clément. Le jardin, aujourd'hui, ne saurait s'en tenir à l'enclos traditionnel. Il oblige le voisinage au partage. Et depuis qu'on a cette image, Blue Marble, vous connaissez tout ça, la Terre vue depuis la sonde, le satellite Apollon 17 en 72, à 29 400 km. Voilà, une petite boule perdue dans l'espace. On est là. On est au milieu du rien, du vide de l'être, comme disait d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, je finirai avec un philosophe que j'ai eu le bonheur de traduire, qui est Rosario Assunto. On est dans un espace qui n'est plus, quand on parle de jardin, un espace qui n'est plus pure extériorité, parce qu'il est au contraire, et Rilke nous l'a dit mieux qu'il était possible, un espace dans lequel l'intériorité se fait monde et le monde s'intériorise. Il n'y a plus de dehors et d'intérieur, il y a une porosité. Espace que sentiments et pensées, subjectivant en lui, ont déterminé comme lieu
De la même manière qu'en subjectivant l'espace et en s'identifiant à lui, ils se sont eux-mêmes fait lieu. Nous dirons alors, avec davantage de précision, que chaque jardin est un sentiment pensé devenu lieu, de sorte que nous vivons en lui. Le jardin, nature faite parole, parole faite nature. Et voilà, j'imagine ça comme une espèce de nouveau cogito cartésien. Non pas je pense, donc je suis, cogito ergo sum, mais je plante, donc je suis, je sème, donc je vis, je cultive, donc je deviens. Et là-dessus, peut-être, si vous passez par Paris, il y a une exposition en ce moment qui a démarré le dimanche 14 octobre, qui s'appelle « Jardiner, les sciences au jardin ». Il y a un livre assez beau qui vient de sortir là, chez Ulmer en 2025, donc, enfin, en octobre. Voilà. Et je dirais sur cet épilogue, c'est pas un philosophe, c'est pas un jardinier, enfin, c'est un alpiniste, c'est un philosophe, c'est Arne Næss, norvégien, écologie, communauté et style de vie. Marchons sur terre d'un pas léger. Merci. Voilà, vous avez évoqué donc tout à l'heure l'historienne Stéphanie Dallet, c'est bien ça. Et donc j'avais suivi donc son reportage qui datait de 2014, qui démontrait qui présentait toute une série d'hypothèses justement pour étayer le fait que les jardins de Babylone se seraient finalement retrouvés à Ninive. Et donc je voulais simplement vous demander s'il y avait si vous aviez connaissance d'une évolution. Donc y a-t-il eu confirmation ou des éléments nouveaux? Je sais pas. Enfin, j'ai plus suivi la question récemment. Dans l'exposition de 2008 sur Babylone, oui. Il y a un écho à ça. C'est donc cette thèse, elle a fait un livre incroyable. Et surtout, enfin, moi je la connais par un article dans Garden History, la revue de la Société d'histoire des jardins britannique de 93. Et dans le catalogue de l'exposition du Louvre de 2008, il y a une notice sur les jardins suspendus de Babylone. Il n'y a pas beaucoup de choses en fait dans ce livre, qui est très beau sur Babylone, mais sur les jardins suspendus, où il est question notamment de la fortune critique, parce que vous savez qu'il y a, c'est extraordinaire la manière dont tous les architectes on a rêvé sur ces jardins suspendus, c'est une des 7 merveilles du monde. Donc il y a chez Kircher, etc. Comme on les imagine, tout le monde s'est imaginé. Grimal dans son art des jardins, que sais-je, donne un petit schéma, tout. Mais je ne sais pas où on en est en 2025. Je pense qu'il y a une controverse chez les archéologues. C'est comme les archéologues, ils passent leur temps à démonter la théorie du prédécesseur. Il faut faire ça. Un archéologue m'a dit un jour, pour faire un article d'archéologie, il faut d'abord que tu expliques que celui qui avait fait les choses avant s'était planté. Donc voilà, je sais pas où ils en sont. Désolé. Non, enfin, Stéphanie Dallet dit ils étaient à Ninive, ils n'étaient pas à Babylone. En fait, Babylone et Ninive étaient confondus souvent. En fait, c'est des sources grecques qu'on a. Les textes, ils sont grecs. Strabon, Olugel, Philon d'Alexandrie, bravo Philippe, oui, bien sûr. Ou de Byzance, Philon. De Byzance, oui, pas d'Alexandrie. Ah, il y a trop de Philon dans l'Antiquité. Voilà, bon, tu en parles tout à l'heure, non? Tu vas en parler? Ah, ben voilà, voilà. Philippe va vous parler des jardins de Babylone, donc on saura tout. Ouais. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre certains types de jardins et le rapport que vous présentiez au jardin ici, où c'est un rapport patient, un rapport de fusion? Je pense à des jardins hyper travaillés où l'homme est presque dans un rapport d'agriculteur au jardin, où il faut des interventions fortes à certains moments. Un jardin à le nôtre, où finalement c'est l'homme qui est dans la démonstration à travers leur jardin, plutôt que ce que vous décriviez, un rapport plus harmonieux. Oula, c'est une énorme question. Alors, c'est à la fois, je dirais, l'antinomie, la fameuse antinomie du jardin
à la française et à l'anglaise. On sait aujourd'hui que tout ça est compliqué, que c'est des catégories historiographiques qui sont nées au XIXe siècle, au moment où se constituent les États-nations. On est à la veille notamment à la veille de 1914. Corpochot qui parle de génie national à propos de le nôtre, etc. Les jardins de l'intelligence. C'est pas dénué d'enjeux idéologiques compliqués dans lesquels on essaie desquels on essaie de se démettre aujourd'hui, évidemment, avec la question des identités nationales et des migrants et tutti quanti. Donc, et puis, je dirais, c'était un peu, enfin, pour parler beaucoup plus modestement, c'était un peu l'aventure qu'on avait eue, Philippe, tu t'en souviens, avec Françoise Dubost, avec d'autres, avec Monique, dans ce livre qui s'appelait Le Jardin Notre Double. C'était le titre qu'avait proposé Autrement. Ça m'a beaucoup surpris quand ça m'a décontenancé. Puis en fait, c'est assez juste. Le jardin, c'est notre double. Le jardin est notre double. Le jardin, on se projette dedans. Et sagesse et déraison. Donc c'est une autre dualité. C'est pas la même, tout à fait. C'est pas ordre et désordre. C'est pas régularité et irrégularité. C'est pas spatial. C'est plutôt affectif. C'est plutôt psychologique. Est-ce que dans le jardin, on trouve un état d'harmonie avec ce qui nous entoure, ce qui serait la sagesse, ou est-ce que on se livre à des raisons, une pulsion, une autre pulsion, pas la pulsion de vie, Eros, mais la pulsion de mort, Thanatos. Je sais pas, j'ai du mal à résumer ça. C'est tellement c'était très complexe. Mais vous avez raison, c'est extraordinaire c'est pas un clivage, mais cette dichotomie ou dualité. Oui.